va faire un petit voyage dans le domaine de l'énergie. Pas nécessairement, l'énergie nucléaire bien entendu, pas nécessairement focalisé sur la Belgique, plutôt sur le monde entier, et on va essayer de débunker aussi beaucoup de fausses informations liées au nucléaire. Si vous avez des questions pendant la présentation, vous m'interrompez et j'y réponds directement, ça rend les choses beaucoup plus interactives. Je donne assez souvent au cours pour savoir qu'après 10-15 minutes, même si vous êtes très passionnant, les gens en ont marre. Vous êtes donc pourquoi est-ce qu'on parle? Il y a un renouveau maintenant du nucléaire qui se crée au niveau international. Il n'y a pas d'écologie d'équation antinucléaire dans la salle en fait. Non. Qui aurait des problèmes cardiaques. on a un médecin là, mais l'attention va monter énormément. Donc attention, on ne va pas les épargner dans cet exposé. Donc une des raisons pour laquelle on discute autant nucléaire à l'heure actuelle, ça peut être expliqué par ce type de graphique. Donc vous voyez ici, ça vous montre au cours des années le réchauffement observé au niveau planétaire en fonction de la latitude. Donc ici on est à l'équateur, on a quand même des gros problèmes maintenant au niveau surtout du pôle Nord, avec un réchauffement climatique qui est incontestable, qui va beaucoup plus vite que dans les modèles qui étaient prévus, même par des climatologues assez catastrophiques. Et bon, là, il y a des évidences scientifiques fortes maintenant qui montrent, et très très peu contestées, que ce réchauffement planétaire est dû à l'émission de gaz à effet de serre. Donc, qu'est-ce que c'est un gaz à effet de serre? C'est un gaz qui est relâché dans l'atmosphère et qui capture en fait les infrarouges qui sont émis de la planète Terre. Il les capture et ça provoque en fait ces gaz un peu comme une couette qui serait mise sur la planète Terre et ça provoque un réchauffement climatique. Et donc, ces gaz à effet de serre, voilà les émissions des gaz à effet de serre liées au CO2. Celui dont on entend toujours parler, c'est le CO2. C'est 36 milliards de tonnes de CO2 qui sont émises dans l'atmosphère par la combustion de combustibles fossiles et aussi de ciment. Voilà. Et donc là, vous avez l'évolution. J'aime bien ces graphiques ici parce que donc, le premier Kyoto, c'est en 1997, hein, la première COP, on était ici. Bon, depuis Kyoto, on a certainement repris encore 10 à 20 gigatonnes en plus d'émissions de gaz à effet de serre par an. Donc on en émet beaucoup, beaucoup. On n'émet pas que du CO2, hein, on émet aussi des gaz fluorés, du N2O. Le N2O, je ne sais pas si vous connaissez, bon, si vous connaissez, il y a des gens qui connaissent parce que c'est un gaz hilarant, c'est ce qu'on appelle le gaz qui fait rire, qui vient surtout de la filière engrais. Et puis on a aussi des émissions fugitives de CH4 qui sont mises par l'être humain, beaucoup dans la filière upstream, exploitation des champs gazés, notamment les gaz de schiste américains, il y a peu de transport. Mais le gros problème, quand même, le plus gros problème, les autres aussi sont problématiques, c'est le CO2. Et le CO2 vient principalement de la combustion de combustibles fossiles, gaz, charbon et pétrole. Et donc l'objectif est de décarboner complètement le secteur de l'énergie, donc ne plus utiliser les combustibles fossiles, les remplacer par des sources d'énergie décarbonées. Et vous avez 3 grandes sources possibles d'énergie décarbonée au niveau planétaire qui tiennent la route, c'est l'éolien, le photovoltaïque et bien entendu le nucléaire qui est vraiment la machine de guerre, mais vraiment la machine de guerre pour décarboner des économies. Alors venons un peu avec quelques chiffres au niveau international. Donc en 2016, la consommation d'énergie finale au niveau international, c'est ce que le consommateur paye, au final, donc c'est tout à fait. C'est 111 000 TWh. C'est 2,3% de croissance par an, et ça a toujours été, depuis les années 80, vous avez plus ou moins une moyenne de entre 2 et 3% de croissance de votre consommation énergétique, et c'est lié à la production de richesses planétaires. Donc plus vous produisez des richesses, plus le niveau de vie des gens augmente, plus vous consommez de l'énergie. Alors combien est-ce qu'on consomme au niveau international par jour? C'est 40 kWh. 40 kWh, c'est la moyenne par jour. Cet ordinateur-là, à votre avis, s'il tourne pendant 24 heures avec le ventilateur, le CPU à fond, combien de kilowattheures est-ce qu'il va consommer sur une journée? Qui a une idée de réponse? Plus ou moins 5. 1 kWh. C'est plus ou moins 40-50 watts fois 25 heures, ça fait plus ou moins 1 kWh. Donc c'est pas beaucoup. Hein, donc la consommation énergétique, plus ou moins moyenne, c'est 40 ordinateurs. Alors un cycliste, il y a des gens qui se disent, oui mais attention, moi j'ai la solution au problème énergétique,
je fais du vélo chez moi, je mets une dynamo sur mon vélo, je pédale, je génère de l'électricité et plus de problème. Hein, plus de problème. Bonne idée, hein, dans des choses comme ça. Ça ne tient pas la route au niveau chiffre. Pourquoi? Parce qu'un cycliste, vraiment un champion dans la phase d'ascension, Tour de France, les dernières 40 minutes, l'ascension du Mont Ventoux, un très bon, c'est 400 watts qu'il va générer. 410 watts, là, il a le Tour de France. 420 watts, il est dopé. 430 watts, il peut aller jouer dans X-Men. C'est un bouton. 430 watts, c'est un. Alors, ce qu'il va faire hein, pour produire 100 kWh, ces 40 kWh, en fait, il devrait pédaler pendant une centaine d'heures. Donc vous imaginez un cycliste sur l'ascension, du Mont Ventoux, pour produire autant d'énergie que celle que vous consommez, c'est 100 heures de pédale. C'est juste impossible. Et ça, c'est la moyenne internationale. En Europe, on est à 100 kWh par jour par personne. Donc là, il ne va plus aller pédaler 100 heures, il va pédaler 250 heures. C'est beaucoup. Hein. 10 jours non-stop, hein, à 400 watts. C'est machine, quoi. Et donc, ça veut vous dire aussi que beaucoup, quand on parle de décarbonisation de la planète, gérer les problèmes énergétiques, vous avez toute une branche de l'écologie, enfin, entre guillemets écologie, hein, c'est plutôt des écologistes quand vous analysez leurs solutions, mais cette branche-là prône la décroissance. Mais il n'y aura jamais de décroissance au niveau planétaire, hein, donc vous êtes à 111 000 TWh, admettons qu'on isole les immeubles ici, vous passez en véhicule électrique, en Europe on va peut-être passer de 100 à 80, et le reste de la planète a envie de monter à 80 kWh aussi. Donc le 111 000 TWh, il ne va pas diminuer. On va probablement passer peut-être à une moyenne de 80 kWh par personne. Il va doubler. Il risque de doubler dans les 2-3 années à venir. La population, elle va faire, on a 7-8 milliards maintenant, on pense qu'on va être peut-être vers 12 milliards en 2050, on va faire plus 50%. Donc quand vous ajoutez ça, il est plutôt probable qu'on doive aller chercher 3 fois ce montant énergétique en 2050, plutôt que 2000 fois ce montant, 333 000. Mais on va considérer, ah oui, je sens qu'il y a des gens qui disent, ok, il a parlé du vélo, mais moi, j'ai un arbre dans le jardin, j'aime bien les bûches, je me chauffe avec ça, c'est naturel, on va chauffer. On va faire le calcul. Parce que ça, c'est une grande légende de la transition énergétique. La filière biomasse. Des immenses erreurs au niveau européen, hein, ils ont voulu qu'on mette de l'huile de colza dans les moteurs diesel. On va faire les calculs. On va aller chercher 111 000 TWh, notre consommation planétaire, on va dire on va faire que de la biomasse. On transforme en fait des arbres en l'énergie qu'il y a dans le bois, en du diesel, enfin vous avez des chaînes CH dans le bois, vous les transformez en CO2. La surface de forêt qu'il vous faudrait pour le faire, la surface de forêt, le petit calcul par rentrer dans les détails, c'est 63 millions de kilomètres carrés de forêt. C'est ce qu'il vous faut. Et la surface planétaire de forêt est de 40 millions de kilomètres carrés. Donc il vous faut exploiter donc, les forêts vierges et forêts natives, ça n'existe plus. Donc il vous faudrait exploiter de manière intensive 1,5 fois la surface de forêt qu'on a pour en fait pouvoir alimenter la planète en bois, uniquement en bois, qui serait notre source d'énergie. Donc ça vous montre en fait un peu l'inefficacité, l'ineptie de développer une filière biomasse. C'est sympathique pour quelques immeubles, c'est sympathique pour les barbecues, enfin tout ce que vous voulez, mais ça ne tient pas la route quand vous parlez transition énergétique. Et donc on va faire l'exercice dans cet exposé. Attention, on va considérer qu'on va faire du 100% nucléaire pour les 111 000 TWh et on va construire des centrales nucléaires pour pouvoir produire cette énergie-là. Donc on est très loin dans cet exposé de dire est-ce qu'on va prolonger ou pas de réacteurs. On va construire une immense flotte de réacteurs, et on va choisir comme réacteur le réacteur français, l'EPR, qui est un design en fait franco-allemand, qui vient des années 90, qui est la suite de ce plateau M4 qu'on a en France, et qui est un réacteur qui a une puissance de 1600 MW. Ça, c'est la puissance électrique, et donc il a une puissance aussi thermique qui est toujours plus élevée que la puissance électrique. J'ai fait les calculs pour vous, il faudra construire 8532 EPR. Donc la transition énergétique avec du nucléaire, c'est 8532 EPR. C'est ça. C'est quand même beaucoup. Alors, vous pouvez me dire, oui, c'est pour ça qu'il faut faire des éoliennes. C'est en dizaines de millions d'éoliennes.
c'est en dizaines de millions d'éoliennes. Vous allez me dire, il faut faire des panneaux photovoltaïques. Les 111 000 TWh en panneaux photovoltaïques, c'est la France complètement couverte de panneaux photovoltaïques. C'est ça, c'est la France, complètement couverte. Et, oui. Combien y a-t-il de centrales nucléaires dans le monde actuellement? 400. Par rapport aux 400. On a plus ou moins 400 réacteurs, on va le voir par la suite. 400 réacteurs en activité, mais pas 400 avec 1600 MW de puissance. Les plus gros que tu as maintenant, c'est pas les M4 en France, c'est des 1450 MW. Ça. Donc 8532 EPF. Et voilà, merci pour la question, tu enchaînes exactement sur le slide suivant qui donne un peu au niveau international une vision en fait d'un nucléaire. Il se développe très très fort en Asie, très très fort en Asie. Les Chinois ont d'ailleurs annoncé la construction de 150 réacteurs nucléaires. Russie se développe très très bien, donc du remplacement de leurs vieux réacteurs type Tchernobyl et RBMK et des nouveaux modèles ici. L'Europe, dans l'Europe de l'Est, en Angleterre, en Europe du Nord, aux États-Unis, on a aussi une nouvelle génération qui est en train d'apparaître au niveau du nucléaire, notamment sous la pression de l'administration Biden. Donc on est vraiment en Afrique du Nord, la zone en Europe, hein, on vit, donc si vous mettez ça dans un contexte international, vous devez bien vous imaginer qu'on vit dans une zone complètement particulière au niveau mondial. Hein. J'ai envie de vous dire, c'est le continent où il y a eu le plus de mouvements antinucléaires. Dans ce continent où il y a eu le plus de mouvements antinucléaires, ben, la Belgique est d'un des pays où il y en a eu plus, et en plus on est dans la région où il y en a eu plus de la Belgique. Donc, on n'a vraiment pas de chance pour les gens qui aiment le nucléaire. Hein. Ça, c'est clair. Alors, un argument des écologistes, c'est le premier, ils disent attention Damien, réchauffement climatique, nucléaire, il faut refroidir les réacteurs, ça ne va jamais aller. Ça ne va jamais aller. Ce qu'ils oublient de dire, et ça c'est pas une blague, c'est pas une fake news, c'est qu'avec le réchauffement climatique, vous avez tous les modèles climatiques le monde, vous avez en fait une diminution des gisements de vent européens. Donc la première victime du réchauffement climatique en Europe, c'est l'éolien. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques années, vous avez des périodes anticycloniques beaucoup plus longues, des longues périodes d'un mois et demi sans vent, comme on a vu beaucoup en septembre, octobre, novembre, décembre. C'est probablement lié, encore un peu tôt pour le dire, au réchauffement climatique. Alors vous allez dire, qu'est-ce que le réchauffement climatique vient pour diminuer le vent? Ben, le vent, c'est très simple. Le vent, il est doux, il est de différence de température au niveau planétaire. Plus vous avez des différences de température, plus le vent est important. Ça se réchauffe plus vite au pôle que dans le reste du monde. C'était là qu'il y avait les gradients de température les plus élevés. Donc, moins de différence de température, moins de vent. L'explication est un peu simple, caricaturale, mais elle reprend vraiment les éléments importants. Donc, attention, même à l'éolien, ils ne veulent pas l'entendre au niveau européen, mais il y a un problème, à mon avis, qui est en train de se créer au niveau de l'éolien. Alors, bon, on revient aux antinucléaires, ils vont dire pas assez d'eau pour refroidir. Moi, j'ai fait le calcul, vraiment, j'arrive à une belle flotte de 1532 EPF, il faut 922,7 m3 par seconde d'eau pour refroidir ces réacteurs. Il faut les évaporer. Alors, est-ce que c'est impossible à trouver au niveau planétaire? Voilà, par exemple, quelques rivières. La rivière Congo, 41 000 m3. Mississippi, 19 000 m3 par seconde. Danube. On est plus ou moins au niveau du Danube. C'est le Danube qu'il faut évaporer. Ça. Mais vous pouvez aussi mettre les centrales, pas nécessairement le long de cours d'eau. Vous pouvez les mettre le long de la mer. Et puis, vous avez aussi des technologies où vous avez des centrales nucléaires qui n'ont même pas besoin, des centrales de production d'électricité à partir de thermique, qui n'ont pas besoin d'évacuer de l'eau. C'est des centrales, par exemple, vous avez un exemple ici de la centrale de Thunberg au Luxembourg. Vous avez en fait une sorte de gros radiateur ici, hein, donc vous produisez de l'électricité ici, vous devez toujours refroidir, évacuer l'excès. C'est refroidi dans une sorte de radiateur géant. Ça peut être aussi, par exemple, les Chinois ont modifié les designs d'APMI, qui sont réacteurs américains. Donc l'eau chaude, au lieu de l'évaporer, ils l'envoient dans des circuits de chauffage urbain. Donc la Chine, tous ces régimes un peu communistes, ont toujours beaucoup développé le chauffage urbain. Et ça, vous déclarez, on parle toujours que ça va être difficile de décarboner la filière aviation. Si vous avez un chauffage urbain, un réseau de chaleur, écoutez, c'est décarboné directement. Vous connectez votre réacteur nucléaire pour envoyer de l'eau chaude, et tout est décarboné. Hein. Vous n'avez même pas besoin d'isoler, vous n'avez même plus besoin de fermer les fenêtres, rien du tout. Hein. Radiateur à fond, fenêtre ouverte, pas de CO2. Hein.
Et avec un gros réacteur de 1000 mégawatts, vous pouvez déjà chauffer, avec la chaleur résiduelle, vous chauffez quelques maisons. Hein. Je sens que le collège Cheminal de Chaudfontaine a trouvé une petite solution pour être classé au top de la liste des communes les plus vertes. Un réseau de chaleur, un petit réacteur nucléaire ou un gros, et c'est terminé. Ça va. Alors, autre chose qu'ils vont dire, donc ça c'est un des mensonges qui revient le plus souvent chez ces écologistes, entre guillemets, toujours écologistes, donc entre guillemets. On cible les anti-nucléaires en décroissant, anti-tout, anti-viande, anti-barbecue, anti-froid, anti-tout. C'est les mêmes, hein, c'est les mêmes, hein, c'est les mêmes. Ils sont sur le nucléaire, une fois qu'ils vont gagner sur le nucléaire, ils vont aller sur les aéroports, ils vont aller sur l'avion, c'est un choix, c'est un choix. Ils vont vous dire, on manque d'uranium. Ça ne va jamais marcher, T5, 8732 réacteurs, on manque de tout. Hein. Ce n'est pas les gens qui trouvent des solutions, ils trouvent des problèmes. Non, tu vas manquer d'uranium, ça ne va jamais aller, ça va tenir 5 ans ta flotte et puis tu n'auras plus d'uranium. C'est vrai que c'est gênant de construire 8532 réacteurs EPR pour se rendre compte 3 ans après qu'il n'y a pas assez d'uranium. C'est embêtant, hein. C'est embêtant, ça c'est clair. Alors, les réserves d'uranium terrestre, c'est quoi? C'est 8 millions de tonnes. Ça, c'est des réserves prouvées. On estime que les réserves qu'on peut trouver en terrestre, c'est 72 millions de tonnes. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails de calcul, on passe très vite, 72 millions de tonnes, 8532 EPR, 56 ans de réserve d'uranium. J'ai dit tout cet uranium terrestre. C'est embêtant, 56 ans, c'est mieux que 4 ans, mais la durée de vie d'un EPR, c'est 60 ans, et on pense que c'est très clairement des réacteurs qu'on va étendre à 80 et même un siècle. C'est quand même des très très belles machines. Alors pourquoi est-ce qu'on est un peu déçu? C'est parce que dans l'uranium, finalement, c'est 99,3% d'uranium 238 qui est non fissile, et on utilise uniquement 0,7% d'uranium 235 qui est fissile. Donc on est un peu déçu, et pour les gens, allez, un petit passage technique, donc comment est-ce que ça se passe une réaction de fission nucléaire? Vous avez un neutron qui arrive à toute vitesse, hein, il rencontre en fait un noyau d'uranium 235 et il le brise. Donc là, vous avez des produits de fission, et en brisant, en fait, il va relâcher 200 mégaélectrovolts d'énergie. C'est ça. Alors voilà, est-ce qu'on ne sait pas faire mieux que 56 ans? En fait, on sait faire beaucoup mieux. Il y a plein d'uranium, et ça, personne ne veut l'entendre, parce que ça, je vais vous expliquer pourquoi par la suite. Il y a plein d'uranium dans les océans. Il y a 4,5 gigatonnes d'uranium dans l'eau de mer. 4,5 gigatonnes. Souvenez-vous, 4,5 milliards de tonnes. Avant, on avait 80 millions, 4,5 milliards. Donc, si on arrive à prendre 10% de cet uranium-là, nos 56 ans deviennent déjà 350 ans de la flotte, juste 10%. Et en fait, c'est même beaucoup plus que le 4,5 gigatonnes. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous commencez à piocher, prendre de l'uranium de l'eau de mer, la concentration d'uranium dans l'eau de mer diminue. Et ça provoque une rupture de l'équilibre, hein, des concentrations partielles. C'est un peu technique, donc on va faire un peu technique. Les concentrations partielles en fait, d'uranium dans l'eau de mer et terrestre, et ça provoque une migration d'uranium de la côte terrestre vers l'eau de mer. Donc c'est même beaucoup plus que vous pourriez récupérer que 4,5 gigatonnes. Encore faut-il savoir comment les récupérer. Et là, comment est-ce que ça se passe? Vous mettez simplement ce qu'on appelle des high surface matériels, donc c'est des matériaux qui ont une surface très très grande par rapport à leur volume. Vous les plongez dans l'eau, hein, comme si vous alliez à la pêche à la sardine, vous plongez les bazars dans l'eau, vous relevez vos filets et vous avez l'uranium. Et c'est quelque chose qui existe. L'expérience la plus connue, c'est fin des années 90, réalisée par les Japonais. Donc voilà, c'est 8 mètres sur 8 mètres, c'est plongé dans l'eau quelques mois, et ils ont récupéré 1,5 kg d'uranium. Énormément aussi de progrès dans ce secteur-là, avec des nouvelles molécules qui vous permettent de faire ça. Et alors ça, c'est très très important, parce qu'on dit aussi, oui, mais la filière nucléaire, on ne sera pas indépendant énergétiquement parce qu'on doit importer l'uranium. Bah non, vous pouvez très bien mettre ces dispositifs-là à la mer du Nord, hein, mer du Nord. 1 kilo de moule, 1 kilo d'uranium. Hein. Ah. Moi, je suis ici pour trouver des solutions. Alors, il reste aussi une autre technologie. Les réacteurs à neutrons rapides. Parce que je vous dis qu'on ne savait pas briser l'uranium 238. Ben, c'est faux, on sait. Mais c'est dans des réacteurs à neutrons rapides. Ici, on a des neutrons lents. C'est des neutrons rapides. Et donc, c'est ce qu'on appelle des réacteurs un peu neutrons rapides ou des phases vides. Et là, pour 1 kg d'uranium,
vous savez extraire 50 fois plus d'énergie. Et donc, les 350 ans deviennent, avec ma flotte, 20 300 ans. Donc la vraie réponse, quand un écologiste vous dit « Oh non, même avec la flotte actuelle, on ne se rendra pas assez d'uranium », dit « Je peux produire toute l'énergie mondiale avec, et j'ai assez d'uranium, et encore je suis sous des hypothèses très conservatrices, je vais chercher 10% dans le mai, pendant 20 300 années. 20 300 années. Alors vous dire, là il va se réveiller parce qu'ils mentent, ils savent qu'ils mentent, hein, ils connaissent même les trucs, il va dire « Ouais, mais alors là dans ton calcul, ça implique que tu mets en œuvre des réacteurs à neutrons rapides et ça n'existe pas. » Ben voilà, qui existe. À Belogorskaya, en Russie, c'est un réacteur à BN800. Donc ça, ce sont des réacteurs, vous avez la réaction nucléaire qui est là, et c'est des réacteurs qui sont refroidis au sodium, en fait. Sodium. Et les sodiums, en fait, vous permettent d'avoir des neutrons rapides. Bon, l'avantage des Russes, c'est que Moscou est ici, ils ont mis le réacteur là, ils prennent une petite marge de sécurité par rapport à cette nouvelle technologie. Ça c'est l'avantage du nucléaire russe. Hein. Ça, c'est l'avantage du nucléaire. Alors, ils vont aussi créer un BN1200 juste à côté, même endroit. Ils vont aussi créer des réacteurs au plomb, refroidis ou le liquide modérateur et canoporteur et du plomb. Voilà. Très très beau design. Les Français avaient un très beau design. Ils avaient leur projet Phoenix, hein, souvenez-vous, qui ont été arrêtés. Il faut dire que ce projet Phoenix, personne ne le sait pas, mais il y a eu un terroriste écologiste qui a tiré au lance-roquette hein, sous un réacteur Super Phoenix hein, dans les années 80. C'était vraiment la cible de ces antinucléaires. Ils ont fait des concessions, ils ont arrêté le programme Phoenix. Ils avaient un autre programme Astrid, très beau design, ils l'ont aussi arrêté sous Macron. Maintenant, ça change politiquement. Macron sent bien qu'en n'étant pas pro-nucléaire, il y a beaucoup plus de risques pour les élections. Il est devenu pro-nucléaire et il veut relancer aussi, on a vu son annonce récemment, il veut des SMR, des EPR et même des réacteurs à neutrons rapides. La Belgique avait investi, je ne sais pas si des gens se souviennent de ce dossier-là, dans les années 80, dans un réacteur à neutrons rapides. C'était un projet entre la Hollande, la Belgique et l'Allemagne qui a été fait à Calcar. À un moment donné, ils ont même hésité, ils voulaient le construire à Andenne. Alors, ils devaient mettre en fonction ce réacteur-là quelques mois après la catastrophe de Tchernobyl. Il était prêt, hein, on avait investi 3,5 milliards d'euros, 250 milliards d'euros payés par la Belgique. Et donc, il n'a jamais été mis en opération, c'est devenu un parc d'attractions. Voilà. Vous pouvez aller là, c'est un parc d'attractions. C'est très très bien, en fait. Pour les gens qui aiment bien le nucléaire, c'est quand même un peu particulier. On est la famille centrale nucléaire. Mais c'est très très bien, c'est vraiment très très bien. Alors là, il faut quand même reconnaître que pour les antinucléaires, il y a eu quand même 2 incidents qui étaient classés INES 7, et quand vous habitez dans la zone, c'est moins amusant, Tchernobyl et Fukushima. Mais encore une fois, il faut rationaliser. Il faut rationaliser. Je sais bien que les gens, je ne veux pas minimiser la gravité de ces incidents-là, mais je veux les rationaliser. Un incident, le réchauffement climatique, qu'est-ce que c'est le réchauffement climatique hein? Plus 2, plus 3 degrés, parce qu'on est sur ce type de trajectoire-là. C'est toutes les régions semi-arides de la planète. L'Afrique du Nord, le sud de l'Europe, l'Andalousie, le sud de l'Espagne, qui passent au statut de désert. C'est ça. C'est des millions de kilomètres carrés, des dizaines de millions de kilomètres carrés, qui pour l'instant savent soutenir la vie. Les gens y vivent. Souvent, ils y vivent en Afrique du Nord avec une agriculture, ce qu'on appelle une agriculture traditionnelle. Beaucoup de gens vivent d'une agriculture traditionnelle. C'est quelques bêtes, des poules, un peu comme on vivait beaucoup il y a une centaine d'années en Belgique. Vous aviez beaucoup de personnes qui vivaient de ce qu'on aurait pu appeler une agriculture traditionnelle maintenant. C'est toutes ces personnes-là qui vont être touchées. Hein. C'est des milliards de personnes et des dizaines de millions de kilomètres évanouis, transformés en désert, qui est un endroit aride. Vous ne savez pas vivre sans support extérieur dans le désert. Vous ne savez pas. Alors, qu'est-ce que c'est un incident nucléaire hein? On peut rationaliser aussi. Si vous regardez par exemple autour de Tchernobyl, ça c'est une photo autour de Tchernobyl maintenant, enfin c'est pas Tchernobyl, c'est Priyar, c'est là qu'il y avait la centrale, c'est plus ou moins une zone
de 2500 à 3000 km² qui est condamné dans cet endroit. C'est le pire des accidents. Hein. Ce n'est pas les mêmes designs qu'on avait ici, c'est un vieux design RBMK russe sans enceinte de protection, où on faisait un peu des petites expériences dessus. Réacteur qui était connu pour être instable à bas régime, mais bon, ils ont descendu de régime, ils ont monté, bref, à un moment donné ça s'est mal passé. Mais c'est ça, en fait. Hein. 30 ans après, 35 ans après cette catastrophe, c'est ça. Moi, ça ne me semble pas, quand vous regardez en plus l'endroit maintenant, c'est un endroit où vous pouvez aller vous promener dans cet endroit-là, vous n'allez pas mourir sous des radiations, loin de là. Si vous prenez en termes de radioactivité, vous êtes loin maintenant, dans la majorité de l'endroit, dans des doses problématiques. Et c'est un endroit, si vous regardez, c'est devenu une superbe réserve naturelle. Je sais que ça choque quand je dis ça, mais quand vous analysez, et vous avez des papiers scientifiques qui parlent de ça, vous pouvez le parler, la majorité maintenant des scientifiques qui étudient l'écologie de la région s'accordent à dire d'une chose, le propos va vous paraître choquant, c'est que cette région-là, en termes de santé écologique, est sans doute mieux maintenant, en termes de biodiversité, de faune, d'animaux, est mieux maintenant que celle qu'elle ne l'aurait été s'il n'y avait pas eu d'accident au niveau de Tchernobyl. Ça, c'est une réalité. Un jour, j'étais un écologiste, alors il me dit, oui, mais alors, par rapport à ça, Damien, qu'est-ce que tu nous conseilles de faire? Il a été choqué, je me dis, écoute, si tu aimes vraiment la nature, je dis, pourquoi il me dit, j'adore la nature, j'adore la nature. Donc, j'adore la nature. Et je dis, si tu aimes vraiment la nature, tu dois vraiment pousser pour la construction de centrales nucléaires à bas niveau de sécurité. Chaque fois 3000 km² de parc naturel. C'est une blague, je me préviens, c'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. C'est une blague, n'allez pas lutter ça, il va encore avoir des problèmes, des choses comme ça. Alors, ça c'est ça. Maintenant, il faut bien dire qu'un RBMK, oui, Frédéric? Vous pourrez rappeler que le seul accident qui avait un design similaire au nôtre, c'est TMI en 78 aux États-Unis. Oui. On n'a pas pu évacuer la population. Non, rien, il n'y a pas eu de. C'était complètement contenu dans le cœur. Il y a eu une fusion du cœur et il n'y a pas eu rien du tout, rien du tout. J'ai bien spécifié que c'était un beau Airbnb russe pour voir les designs. Alors maintenant, on parle des nouvelles constructions, on parle de générateurs de génération 3, bientôt arriveront les 4. Bon, les EPR, donc ça c'est une photo des EPR. Il faut bien me dire que sous les EPR, maintenant c'est 1,5 mètre de béton armé. C'est immense. C'est un design hérité aussi de cette collaboration franco-allemande, avec des critères de sécurité très très stricts. C'est 4 trains indépendants qui fonctionnent. Okay. Des accidents, en fait, comme Fukushima, par design, ne peuvent pas arriver là. Hein. Donc vous avez le cœur, en fait, qui est un peu fondu, le réacteur. Pourquoi? Parce que vous avez une sorte de cendrier qui est là. Donc même si le réacteur chauffe trop, ça s'écoule, en fait, dans une sorte de cendrier, qui est de la brique, en fait, céramique. Et ça disperse, en fait, ce cœur très chaud dans un endroit où il ne va pas sortir de cet endroit, cœur très chaud qu'on appelle le corps. Très très beau design. Alors vous avez aussi, par exemple, l'Arpénil, que j'aime beaucoup, un design de Westinghouse. Par exemple, reprendre la catastrophe de Fukushima. Quand vous arrêtez un réacteur nucléaire, qu'est-ce qui se passe? Il s'arrête, là il n'y a pas de problème d'arrêt. Mais vous avez toujours 7%, vous avez des produits de fission qui continuent à se dégrader, et c'est 7% de la puissance nominale du réacteur. C'est ces fameux 7%. Or, 7% d'un réacteur qui fait 2000 MW de thermique, ça vous fait quand même 140 MW à aller évacuer. Donc 140 MW, c'est quand même beaucoup d'électricité, c'est 140 fois 10 exposant 6 watts. Donc on va dire que c'est plus ou moins 140 000 chauffages de 10 kW chez vous, quand vous avez, c'est déjà une bonne puissance de chauffage. Et donc ce qu'ils n'ont pas réussi dans des endroits comme Fukushima, c'est qu'ils ont perdu leur circuit extérieur. Quand vous faites de la protection centrale, vous la faites de l'intérieur vers l'extérieur, vous pensez que le problème vient de l'intérieur et pas de l'extérieur, ils ont perdu leur circuit de refroidissement extérieur, ils n'ont pas réussi à évacuer cette chaleur. Et donc là, ils ont eu un incident sur le cœur. Ce qui est magnifique, c'est que ça a un design comme l'Apénil, c'est un design où vous avez de l'eau qui est mise là, par exemple, et automatiquement, quand vous avez un problème, ça inonde en fait le réacteur, et puis l'eau va, au contact de la chaleur, va s'évaporer, et puis elle va remonter sous les parois, elle va refroidir le fait. Donc c'est des designs, des systèmes de sécurité passifs, ce qu'on appelle des systèmes passifs. Donc ça veut dire que sans rien faire, le réacteur est intrinsèquement sûr. Et donc vous avez un autre très très beau
design, de système de sécurité de ce type-là, qui est développé en Belgique, c'est le réacteur MIRA. Donc ici, MIRA, on est dans une catégorie en fait, de réacteurs, ce qu'on appelle sous-critique. Donc un réacteur qui est juste critique, hein, à la frontière, c'est un réacteur qui va produire juste assez de neutrons pour alimenter les réactions après, mais sans que ça s'emballe. Ici, c'est un réacteur qui, par design, est sous-critique dans la réaction. Donc, vous devez lui amener des éléments en fait, qui permettent continuellement d'entretenir la réaction. C'est un peu comme si vous aviez un feu avec du bois, et si vous ne versiez pas de l'essence dessus, bon, peut-être que l'exemple avec l'essence n'est pas très, très rassurant, mais je veux dire, il s'arrêterait. C'est exactement la même chose. Alors là, c'est les protons qui sont tirés à 600 mégaélectrovolts. Ils arrivent en fait dans un réacteur qui est refroidi au plomb, ils frappent sur les atomes de plomb, ils frappent dessus. Vous avez un phénomène de spoliation qui est créé, vous avez 13 neutrons qui sont créés à 600 mégaélectrovolts, l'atome de plomb disparaît, et c'est ceux-là qui alimentent la réaction en chaîne par la suite. Vous coupez l'accélérateur, vous perdez l'électricité. Le réacteur s'arrête directement. Vous avez toujours ce problème des 7% de chaleur à évacuer, mais vous êtes sur du plomb, et le plomb reste stable jusqu'à 1700 degrés, donc il peut monter en température, et vous savez dissiper de manière naturelle la chaleur dans ce réacteur-là. Et il a un autre avantage, c'est un peu technique, mais de par la manière dont il est construit, ce réacteur a une capacité fantastique, beaucoup mieux que le réacteur français à brûler les déchets nucléaires. Tout ce qu'on appelle les actinides mineurs, donc qui sont des atomes dont la masse atomique est proche de celle de l'uranium, qui forment les déchets à longue durée de vie, la majorité des déchets à longue durée de vie. Il sait les brûler là-dedans. Quand je dis brûler, il flamme, hein, je veux dire, mais il les transforme, il les brise et il en provoque de l'énergie. Donc très très bon design. Donc ça, ce sont les nouveaux. Bon, là, il y a un petit cocorico belge, il y a un superbe travail en fait du SCKSEN, notre centre de recherche en nucléaire. Voilà. Vous pouvez aussi les mettre, hein, passer assez vite. On n'est pas assez créatif même quand on passe de nucléaire. Vous avez aussi plein de zones, hein, vraiment faire plaisir aux gens qui n'aiment pas voir un beau réacteur nucléaire. Vous les mettez dans des endroits où on ne les voit pas. Hein, vous avez plein de solutions. Alors, est-ce que c'est possible, ce genre de truc-là? Oui, vous pouvez les mettre très très loin. On sait construire maintenant au niveau électrique. On sait construire au niveau électrique des lignes de 3000, 5000 km² qui sont opérées à 1 million de volts, et vous n'avez très très peu de pertes dans ces lignes. Donc c'est des choses qu'on sait faire, les Chinois les font très bien. Ici vous avez une ligne en Chine. Bon là ils n'ont pas des centrales nucléaires, je ne sais pas si vous connaissez cette zone en Chine, c'est la zone dans laquelle vous avez la majorité de la production de charbon. Donc en fait ils brûlent le charbon là, et ils exportent de l'électricité vers la côte est de la Chine. Ils en brûlent beaucoup. Là les Chinois, ils en brûlent cette année-là, au cours de l'année 2021, ils n'ont jamais brûlé autant de charbon dans leur vie qu'en 2021. Donc ils ont deux stratégies, ils le brûlent là, ou bien c'est des immenses trains, donc c'est vraiment des voies ferrées spécifiques qui sont construites pour amener le charbon vers l'est de la Chine. Et donc moi, en fait, je suis un gars raisonnable en termes de politique énergétique, j'ai aussi énormément travaillé sur la filière renouvelable dans le système énergétique, et j'ai beaucoup travaillé, pas d'études scientifiques fort sérieuses, pour justement construire un réseau électrique international, pas seulement pour le nucléaire, mais aussi pour le renouvelable, parce que ce type de réseau-là vous permet de lisser naturellement la fluctuation, notamment du renouvelable. Hein, quand il est midi ici, il est 7 h du matin sur la côte est des États-Unis, ils n'ont pas encore beaucoup d'électricité avec leur photovoltaïque, vous pourriez en exporter. De même, dès 8 h du soir ici, la Floride produit à plein pot avec son photovoltaïque, vous pourriez apporter de l'électricité. Donc c'est ces concepts de réseau électrique qui sont intéressants pour moi, à la fois pour le nucléaire aussi, mais ils sont aussi intéressants, initialement, pour le renouvelable. Voyons un peu les designs, les prix des designs. On dit toujours que le nucléaire, c'est cher. Bon, le design le plus cher qu'on a vu à l'heure actuelle, c'est Flamanville, 13 milliards d'euros. Est-ce que c'est parce que le réacteur de Flamanville, le PM est tellement cher? Oui, 13 milliards, c'est même un peu plus à mon avis maintenant, ce sera 16 milliards. On pense une mise en opération en 2023. Il faut bien dire que la filière nucléaire a été heurtée en Europe de par le fait qu'ils n'ont plus eu rien à construire pendant 15-20 ans. Donc on a mis une industrie à l'arrêt pendant 15-20 ans. Et vous avez un problème de perte de compétences. C'est dans n'importe quel boulot. Vous êtes dans un boulot de construction d'immeubles. Supposons qu'en Belgique, pendant 20 ans, vous n'avez plus aucun entrepreneur qui construit une maison. Et,
plus aucun, plus jamais, plus de maçon vert. Bonne chance pour en trouver un par la suite qui sait construire une maison bien la construire. Ici, on ne parle pas d'une maison, on parle d'une centrale nucléaire, un objet qui est beaucoup plus complexe, en plus il est très gros, il est très complexe. Donc le prix, ce n'est pas vraiment le prix, c'est le fait que tout l'écosystème qui permet de construire ces centrales nucléaires avait disparu, ou plus ou moins disparu, avec des boulots de base. Un des gros problèmes qu'ils ont eu à Flamanville, ce n'est pas des problèmes à la Einstein, hein, c'est qu'ils n'avaient pas de bons soudeurs. Ils ont loupé leur soudure. Voilà, pas de bons soudeurs. Voilà. Ils ont loupé des soudures. C'est boulot. Donc, c'est même les soudeurs, c'est des boulots de ce type de corps de métier-là qui leur manquent. Et c'est pour ça qu'ils ont eu des problèmes à cette centrale-là. Maintenant, ils sont en train d'en construire 2 à Hinkley Point en Angleterre. Ça se passe déjà beaucoup mieux. Il y a un compte de suite avec le conseil de suite avec la centrale d'Hinkley Point. C'est super. Ils n'ont plus vraiment de retard dans les délais, plus de problèmes. Ils ont appris. Ils ont appris de Flamanville, chantier beaucoup mieux géré, amélioration. Donc, perte d'expertise et aussi une tête de série. C'est la première fois qu'ils le construisent. Voilà quelques prix. Si vous regardez, par exemple, ici, vous êtes à plus ou moins 7 millions du mégawatt électrique. Les Coréens, qui ont fait 4 APR aux Émirats Arabes Unis, de 2400, 4 réacteurs de 1400 mégawatts, ils sont à prix de 4,3 millions, livrés dans les délais. Donc, quand on dit ça dure trop de temps, c'est fait en moins de 7 ans en connexion au réseau. Donc 4 comme ça. Donc, il faut bien vous dire quelqu'un qui dit, parce que là il y a un immense mensonge, quelqu'un qui dit, oui mais le nucléaire c'est trop lent pour les construire face à l'urgence climatique, soit il est bête, soit il est malhonnête. Souvent une combinaison des deux. Pourquoi? Parce que vous dînez maintenant avec les Coréens, en 7 ans, 6-7 ans, ils vous construisent 5600 mégawatts de réacteurs, donc plus ou moins la flotte nucléaire en 7 ans. Allez en éolienne, 5600 mégawatts en éolienne onshore. Vous savez combien d'éoliennes c'est des 3,5 mégawatts que vous voyez le long de l'autoroute? C'est la même chose, ça c'est ça. On dit, ça c'est le petit truc mémotechnique de la soirée. 5x mégawatts, 5000 mégawatts de nucléaire, ben c'est 5000 éoliennes. C'est exactement ça. Même un peu plus, 5-6 000. Bonne chance pour aller mettre 5-6 000 éoliennes. Donc 5-6 000 éoliennes en Wallonie, si vous voulez mettre ça, c'est 18 000 mégawatts d'éolien installés, 18 000 mégawatts d'éolien installés, et maintenant, l'année 2021, en Wallonie, on a installé 100 mégawatts d'éolien. Et on en installera en 2021. En 2021, on n'en installera plus parce que les permis ne passent plus. Les celles qui sont construites maintenant, ils ont eu sur la législature précédente. Donc, un désastre, même en passe en Belgique, désastre total. Hein, donc, même les permis ne passent plus au niveau éolien. Donc, ça veut dire que même à 100 mégawatts de rythme, il faudrait 180 ans de développement éolien au rythme à l'heure actuelle, rythme de 2021 qui était bon, pour arriver à ce que vous pouviez faire en 7 ans. Donc cet argument de la vitesse, il n'est juste pas honnête. Il n'est juste pas honnête. Et alors, vous pouvez demander aux Russes, qui sont encore meilleurs pour construire les VVER, bon, les Russes peut-être pas, peut-être pas envie, mais vous pouvez demander aussi aux Chinois, parce que les Chinois, le PR français, ils l'ont construit en 9 ans. Hein. Ils ont construit en 9 ans le PR français. Maintenant, ils viennent avec des nouveaux designs, par leur propre design appelé UALO, un design copié aussi sur le design européen mais amélioré. On parle de temps de construction de 4 ans. De 4 ans pour ces designs-là. Et on parle d'un prix de moins de 2 millions d'euros par mégawatt installé. Donc les Chinois, ils sont sur une lancée pour construire leur réacteur nucléaire en 4 ans. Alors, 4 ans, c'est vraiment super, hein, parce que nous, on va commencer à construire des centrales au gaz en Belgique hein, pour remplacer le nucléaire en 2022. On pense les finir fin 2025. Et là, je prends un engagement formel. Ça va. Si on les finit avant 2025, je vous paye à tous un verre. Ouais. À manger, mais pas triste. Parce que nous-mêmes, des centrales au gaz, les construire en 4 ans, en période post-Covid, avec une inflation terrible. Une inflation, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire des problèmes dans toutes les chaînes d'approvisionnement. C'est un sous-traitant, vous construisez la centrale, il doit livrer des ventilateurs, avec l'inflation, il fait faillite, ou des choses comme ça. Pensez avoir votre pièce, vous ne l'avez pas, elle vient 6 mois plus tard. C'est ça la réalité du terrain. Il n'y a que des rêveurs qui pensent que c'est possible à faire. Ou bien des Chinois, et là ils le font. Donc ça vous donne un peu l'histoire des coûts. On va aller assez vite. Je vais passer assez vite au niveau des coûts. J'ai envie de vous parler, hein, on ne va pas être trop longtemps, j'ai envie de vous parler
de la filière, d'un truc qui est très très important à garder en perspective, à mettre en perspective, et c'est trop peu discuté. Il y a un vrai danger là-dessus, vrai danger. C'est la quantité de minerais, de molécules que vous devez avoir pour réaliser une transition énergétique sans le nucléaire. En gros, par mégawatt, on va prendre cet exemple ici, directement. Supposons, en fait, que vous vouliez vraiment y aller soit en 100% PV, soit en 100% éolien, soit en 100% nucléaire. On fait le choix des trois. Ça, c'est par exemple la consommation d'acier que vous avez. La production annuelle d'acier dans la planète. Si vous voulez y aller à 100% éolien, vous devez faire plus 50% de cette capacité. C'est énorme, hein? En nucléaire, c'est beaucoup moins, c'est ça, juste quelques pourcents. En cuivre, on a un gros problème sur le cuivre, hein, le prix du cuivre, voilà, plus 50% en nucléaire, quasi pas. En aluminium, vous devez plus que doubler la capacité planétaire de production. Donc c'est colossal. La pression qui va être mise sur la filière nucléaire avec la transition énergétique, la pression sur la filière minerais est colossale. Ça, c'est juste pour les panneaux, hein, ce n'est pas les batteries encore derrière qui sont très gourmands. Alors, au niveau du cuivre, hein, vous voyez ça, ça ne représente rien. Vous voyez ça, c'est juste une colonne rouge, on a bien fait cette petite ligne, ça ne représente rien. Mais ça, c'est la photo de la plus grande mine de cuivre au monde. Chiquillahamata, en mine, en espagnol n'est pas extra, au Chili. Donc vous voyez un peu le trou que c'est. Hein. Donc la roue ici de ce camion, pour mettre ça en perspective, la roue d'un camion ici, c'est cette hauteur-là. Vous êtes tout petit, vous n'arrivez pas, sauf s'il y a vraiment des basketteurs très grands dans la salle. Sinon, vous n'arrivez pas à la moitié de la roue. Et donc, pour y aller avec du photovoltaïque, extraire assez de cuivre, c'est 32 nouvelles mines comme celle-là que vous devez ouvrir. 32 nouvelles mines. C'est la mine qui produit le plus de cuivre de la planète. C'est 32 nouvelles mines que vous devez ouvrir. Avec un problème additionnel, c'est que les bons gisements de cuivre au niveau planétaire, les 2-3% de cuivre dans le minerai, 2-3% de cuivre, ça n'existe plus. La qualité des gisements diminue. Donc pour avoir probablement le même niveau d'extraction en cuivre, hein, que cette mine-là, ils ont creusé une 50 ou 100 km plus loin, ou pourquoi pas à Chaudfontaine, il va falloir faire un trou un peu plus grand. Ça. Il y a un golf à Chaudfontaine. Sinon, on a déjà le trou. Ah oui, il y a un golf, hein, c'est ça. C'est des grosses balles, hein, ou bien pour des golfeurs vraiment débutants. Ça va? Allez, dernier point, et puis je prends les questions. Le problème des déchets nucléaires. Et puis on arrête là, parce que je parle déjà depuis assez longtemps. Le problème des déchets nucléaires. Est-ce qu'il y a un vrai problème sur les déchets nucléaires? Non. Il n'y a pas de problème sur les déchets nucléaires. On a bien étudié le truc, il n'y a aucun problème sur les déchets nucléaires. C'est une fabrication. Si, il y en a un. Il y en a un terrible, en fait, problème sur les déchets nucléaires. C'est les gens qui vous disent qu'il y a des problèmes sur les déchets nucléaires. Parce qu'ils font tout pour créer des problèmes sur les déchets nucléaires. Donc le problème des déchets nucléaires, c'est les écologistes antinucléaires. C'est vraiment ça. Dès que vous voulez avancer dans ce dossier-là, trouver un site pour les mettre, les transporter, les retraiter, ils bloquent. Donc en fait, ils créent tous les problèmes, ils empêchent de développer des solutions, et puis ils disent « Oh, je te l'avais bien dit qu'il y avait des problèmes !» Voilà. C'est un peu, je ne sais pas, comme si vous vouliez prouver en fait que vous aviez de l'eau dans la cave, que vous balanciez des seaux d'eau dans votre cave, je t'avais bien dit qu'il y avait de l'eau dans ma cave. C'est exactement la même chose. Les années 90, on avait une filière de recyclage des déchets nucléaires en Belgique, ils partaient à La Hague, ils étaient recyclés, ils étaient vitrifiés. Il y a eu une pression du mouvement écologiste pour que ça stoppe. Hein. Pourtant, le recyclage, ils adorent ça. Le recyclage, adore ça. Non, ils ont freiné, ils ont tué cette filière-là. Alors, les déchets, l'avenir, c'est quoi? C'est sans doute, parce qu'en fait, il n'y a même pas de déchets, ou quasi pas de déchets problématiques nucléaires, parce que les barres de combustible, ce n'est pas vraiment des déchets. On
pouvez les voir comme du combustible pour des réacteurs à neutrons rapides. Donc la majorité de ce qu'on appelle les déchets à longue durée de vie, ce n'est pas classifié comme déchets, ça peut être vu comme des combustibles pour la génération suivante de réacteurs nucléaires. Des trucs comme dans l'Iran. Pas de problème, vous pourriez déjà les brûler. Bien entendu, ce n'est pas tous les déchets en fait, qui vont disparaître comme ça, mais une quantité, on va dire, en masse certainement 95%. Je parle des déchets longue durée de vie. Vous pouvez aussi les mettre dans des dépôts géologiques profonds. Alors ils vont vous dire, oh non, ça n'existe pas. Manque de bol, ça existe maintenant. Ici, vous avez le dépôt d'Onkalo, en Finlande. Voilà, il est construit. Ils vont bientôt y mettre en fait des déchets longue durée de vie. Donc ils sont enterrés dans des couches géologiques profondes, stables. Donc ils mettent des barres de déchets dans de caissons. En fait, je vais prendre des photos, c'est très très joli. Dans des caissons en cuivre comme ça, et ils les mettent dans des alvéoles. Vous avez des galeries, et puis autour des galeries, vous avez des alvéoles, ils les mettent là-dessus. C'est très très bien étudié. C'est très très bien étudié. Et comment est-ce que c'est étudié? Vous garantissez que même s'il y a un phénomène de diffusion en fait, du matériel nucléaire, quand il arrive en surface ou il contamine une eau, il a un taux de radioactivité tout à fait normal, inférieur au taux de radioactivité d'une banane. Une banane, c'est assez radioactif. Vraiment peur de la radioactivité, la banane, c'est le fruit le plus radioactif. Oui, parce que la radioactivité existe partout. Tout dépend vraiment du niveau de radioactivité que vous pouvez supporter sans avoir des effets adverses. Alors, on va terminer là-dessus, la partie la plus passionnante. Si vraiment vous tombez sur un écologiste difficile, il ne veut pas les retraiter, il ne veut pas les enterrer, il ne veut rien. On sera souillé à jamais la même planète Terre. Qu'on l'emmène à la Lune, qu'on les envoie à la Lune, vous les envoyez dans l'espace. Pourquoi pas? Ce que vous remarquez maintenant au niveau spatial, bon, ça fait peut-être un peu rigoler, mais au niveau spatial, le spatial maintenant c'était cher avant, c'est devenu bon marché. Hein. Vous avez des compagnies, des entrepreneurs de légende avec le SpaceX comme ça, qui ont complètement cassé les prix au niveau du spatial. Mais je termine par... Et vous avez des tout nouveaux dispositifs aussi pour construire les fusées, ça ne vous revient plus bien. Donc ça, par exemple, j'ai trouvé, si ça marche, c'est une fusée, on ne marche pas ma petite vidéo, c'est une fusée, c'est un booster en fait d'une fusée qui est imprimée dans une imprimante 3D. C'est ça aussi la technologie. Ça ne coûte plus rien en fait. Donc le but c'est de vraiment faire chuter le prix du spatial. Et je termine par ça, parce que pour l'envoyer, on suppose qu'on les envoie sur la Lune, les déchets pas sur le Soleil, pourquoi? Parce que là vous les perdriez, donc c'est quand même de l'uranium qui peut servir de combustible. Vous dites voilà, je les envoie sur la Lune. Est-ce que, énergétiquement, ça ne va pas me coûter plus d'énergie que ce que le déchet, initialement un produit d'énergie? Et donc le rapport est de 1 à 5 000, j'ai fait le calcul. Donc ça vous coûterait juste 1 5 millième de l'énergie en carburant pour l'envoyer sur la Lune par rapport à ce que le déchet, l'uranium qui a produit le déchet, a produit comme énergie. Donc énergétiquement, ça tient la route. Voilà, je m'arrête sur ces quelques très belles photos, je ne vais pas aller jusque-là. Je m'arrête sur ces très belles photos aussi d'un futur aussi de la filière nucléaire, qui est le réacteur ITER, en fait, une construction en fait, du réacteur ITER. Et encore sur une plus belle photo, pour me réconcilier quand même avec les écologistes amoureux du panneau photovoltaïque, peut-être des choses qu'ils voudraient développer, des immenses panneaux photovoltaïques dans l'espace. Et là, je termine avec une petite note. Peut-être que vous ne le connaissiez pas, mais vous avez un astronome russe, voilà, du nom de Kadaresh, qui était un astronome exceptionnel et qui a travaillé énormément dans sa vie sur l'identification des civilisations extraterrestres. Il a fait, c'est pas du tout loufoque ou des choses comme ça, il a fait des contributions de très haut niveau, c'est un des premiers en fait qui a découvert le concept de pulsar avant qu'on l'observe, donc il a hypothéqué que ce genre de concept était là, donc du très très haut niveau au niveau soviétique. Et lui, il avait classifié les différentes civilisations qui pouvaient émerger en fonction de la quantité d'énergie qu'elles pouvaient consommer. Donc vous aviez ces civilisations de ce qu'il appelle, le nom est donné ici, ces civilisations au Kardashev de type 1, c'était une civilisation en fait qui captait, qui était sur une planète, qui captait toute l'énergie du Soleil qui arrivait sur la planète. Type 2, c'était une civilisation qui captait toute l'énergie de son Soleil,
Et type 3, c'était une civilisation qui captait toute l'énergie de sa galaxie. Donc, des travaux très très sérieux. Et donc je termine en fait cet exposé avec une petite photo de ce qui pourrait être en fait une civilisation de Kardashev entre type 1 et type 2. Hein. Donc vous captez plus que ta Terre, vous captez aussi au niveau du Soleil. Voilà, je m'arrête là avec un petit brin de rêve et de science-fiction. Merci pour votre attention. Oui. Je voudrais faire un commentaire. Moi, j'ai fait toute ma carrière dans le nucléaire. J'ai travaillé 15 ans en Tihange, relation Tihange-A, donc j'ai quelques petites connaissances. Et je voudrais terminer sur les commentaires que tu as fait concernant les restes, les déchets nucléaires. Moi, je trouve absolument scandaleux qu'on ne recycle plus les éléments combustibles d'aucun réacteur belge. On est en train d'accumuler des centaines d'éléments combustibles dans des bâtiments qui ne sont absolument pas sécurisés. Il n'y a pas de toit, n'importe quel avion qui tombe dessus, ils sont dans les piscines de stockage. C'est quand même un peu blindé ces bâtiments, non? Je parle de Tihange, donc ce sont des bâtiments tout à fait standards, ça n'a rien à voir avec l'enceinte de protection d'un réacteur où on stocke les combustibles usés pour les laisser refroidir. N'importe quel terroriste qui veut rentrer là-dedans, il explose comme il veut une piscine de stockage, et ça fait combien d'années? Il y a des milliers d'éléments combustibles. Il y a 7 piscines de stockage. Personnellement, l'information que j'ai, c'est pas du tout ça. Moi, c'est des bâtiments blindés. Je sens que vous avez 3 personnes aussi de la filière nucléaire qui sont là. C'est des bâtiments blindés. Donc, ça, c'est la seconde partie. Bon, moi, j'ai pas construit ces piscines, donc je peux laisser les autres professionnels s'exprimer, mais je ne le pense pas. Pour la première partie de votre intervention, en disant que c'est inacceptable, en tout cas, c'est très dommage de ne pas avoir retraité ce combustible. Oui, c'est une bêtise de ne pas l'avoir fait. Bon, c'est du combustible, effectivement, qu'on devait retraiter, et on le faisait. Avant les années 90, il y avait toute une filière. Voilà, ça a été une erreur politique qui a été réalisée sous la pression, en fait, des anti-nucléaires, hein, qui, souvenez-vous, bloquaient tous les convois de barres nucléaires. C'est terriblement sécurisé, hein, qui allait à l'usine de là. Voilà, c'est toute une idéologie en fait, qui ont empoisonné tout le développement de cette filière nucléaire et qui même à un moment donné, et là je peux vous rejoindre, avec leur combat anti-nucléaire, qui pour moi est plus qu'un combat anti-nucléaire, c'est plutôt, c'est des combats contre le progrès. Je ne crois pas qu'il faut limiter son nucléaire, c'est des combats contre le progrès, contre tous les symboles que représentait le nucléaire à leur vie. Mais effectivement, autour de leur combat idéologique, je pense qu'on a travaillé avec des marges de sécurité moins grandes, peut-être, on va peut-être recycler ça, que celles avec lesquelles on travaille à l'heure actuelle. Sur ce point-là, je suis d'accord avec vous. Maintenant, je ne sais pas, on a des spécialistes du nucléaire. Derrière Serge, toi qui es le porte-parole du forum nucléaire. Je suis non seulement porte-parole, mais également directeur. Mais donc, il faut savoir qu'au niveau de Tihange, je suppose que vous avez travaillé à Tihange 1, moi, la situation est un peu différente. Mais au niveau de Tihange 2, Attends, viens ici. Désolé, on n'a pas un micro. C'est bien, c'est pas grave. Donc, au niveau de Tihange 2 et Tihange 3, les bâtiments sont totalement bunkérisés. Et c'est une particularité de la Belgique par rapport à d'autres centrales dans d'autres pays tels que la France et d'autres. Et donc, il faut savoir que les centrales belges ont une conception qui est reconnue au niveau mondial pour la quasi-perfection du travail qui a été fait et surtout la surprotection qui existe. J'utilise le mot surprotection parce qu'elles sont 2 fois plus protégées que n'importe quelle autre centrale. Et c'est le cas tant dans le bâtiment réacteur que dans les bâtiments qui stockent les combustibles usés. Alors, pour revenir à ton point, effectivement, à un moment donné, il y a eu des transports qui sont effectués, et c'est les transports qui ont été visés, mais par le pouvoir politique qui a interdit ces transports sur la voie publique, et c'est depuis lors qu'on n'a plus utilisé les combustibles usés, parce qu'on le faisait notamment sur Tihange, qui pouvaient consommer du NOx. Alors, ça, c'est pour la petite information généralement quelconque, mais donc on peut tout à fait se rassurer. Mais c'est important de dire qu'en Belgique, rares sont les pays qui ont également cette opportunité d'avoir des bunkers au-dessus de leur combustible usé. Donc franchement, de ce côté-là, c'est absolument pas le cas. Merci pour cette précision.
tantôt, vous avez indiqué que l'uranium, finalement, n'était pas si rare que ça. Nos centrales belges s'approvisionnent auprès de quels producteurs ou de quels fournisseurs? Sous-entendu, nous risquons pas d'avoir une certaine dépendance au niveau de l'approvisionnement en uranium vis-à-vis d'un producteur? Il y a deux choses au niveau de l'uranium par rapport à cette chose de dépendance. À l'heure actuelle, je ne parle pas d'aller chercher dans l'eau de mer ou des choses comme ça. L'uranium, vous savez, très facilement stocker 15, 20, plusieurs années de combustible. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, contrairement par exemple au gaz, hein, où quand vous avez le prix du gaz qui fait x2, ben c'est x2 sur votre facture de gaz, à peu de choses près, on est ça. Au niveau du prix de l'uranium, franchement, le prix fait x2. Par contre, le minerai d'uranium, avec même les barres d'uranium, ça change quasi rien. Le prix du mégawattheure qui est produit, c'est très très peu. Donc il faut bien garder ces deux différences-là en tête. Capacité d'en stocker pendant très longtemps. Et deuxièmement, même quand le prix du uranium augmente terriblement, ça n'impacte que très très peu le prix de production. Puisque le minerai d'uranium, ben, c'est très très mineur. Et, tout ce qu'on considère le combustible, tout le combustible, uranium, les barres, le retraitement, tout ça, on considère que c'est 9 € par mégawattheure. Je ne connais pas la proportion exacte du minerai d'uranium versus tout le processing pour le combustible, mais à mon avis, on est quelque part vers la moitié-moitié. On doit être dans cette zone-là. Donc c'est très faible, très très faible. Donc c'est malhonnête de dire qu'il peut y avoir un problème sur l'uranium. Regardez aussi le cours de l'uranium au cours du temps. Le cours de l'uranium, il est extrêmement stable. Et en plus, le cours de l'uranium, c'est aussi lié à toute une filière d'extraction minière, de fabrication de combustible. Toute cette filière un peu amont du combustible, au niveau international, c'est pas comme le gaz où vous êtes très juste. Oh, je vais allumer 2 centrales au gaz de plus et vous avez en fait une filière qui est surdimensionnée au niveau extraction et au niveau fabrication de combustible au niveau international. Donc très très peu de problèmes de ce côté-là. Le rapport en général d'énergie libérée pour 1 gramme d'uranium, c'est 1 litre. Merci. Pour 1 gramme d'uranium, c'est 1,7 tonne de gaz en combustion par rapport à la fission. Donc, le rapport, il est... Dans des 100 tonnes quand tu es dans le réacteur. Merci. Je voudrais vous poser deux questions. Je vais revenir aux écologues. J'ai vu que vous aimiez beaucoup. Je vais vous poser une question directe. Je sais bien qu'il y a une question d'idéologie chez eux. Est-ce qu'ils ont des scientifiques qui appuient leur thèse, sérieusement? Parce que, bon, vous êtes un excellent scientifique, il y en a beaucoup dans la filière nucléaire, mais qu'est-ce qui scientifiquement appuie les écologistes? Ça, c'est la première des questions. Et la deuxième des questions, elle est extrêmement actuelle. On a entendu parler d'un rapport qui devrait aboutir sur la table du gouvernement à la mi-mars. Dans ce rapport, je pense quand même qu'il y a les producteurs qui se trouvent impliqués. Comment ont-ils autant de difficultés à défendre le nucléaire? Comment est-ce que les questions se posent encore? En tout cas de ce côté-là. En matière économique, quel est le problème de ce côté-là? Voilà les deux choses. Pour la première question, est-ce qu'il y a des scientifiques qui sont des violents antinucléaires? Bon, il doit peut-être en exister 2-3 sur la planète, mais je ne les connais pas. Voilà. Mais en tout cas, par exemple, sur la scène belge, il y en a peut-être un du côté flamand, mais je ne vais pas mentionner le nom, mais disons qu'il change fort d'orientation en fonction de l'endroit où est l'argent. Voilà. Ça, il y en a aussi, hein, au niveau scientifique, qui n'ont pas nécessairement une très très forte intégrité, comme dans toutes les professions. Donc, j'ai plutôt parfois que c'est cette impression-là, que c'est plus parce que c'est des gens qui développent des droits, qui développent plutôt renouvelables et qui n'ont pas d'intérêt dans la filière nucléaire, qui ne se veulent pas. Ça, malheureusement, on observe. Maintenant, il y a d'autres scientifiques aussi en Wallonie. Moi, j'ai beaucoup de collègues que je connais très très bien en communauté française. Ils me disent tous en off, Damien, on est 100% d'accord avec toi. Moi, c'est le message que j'entends. J'ai jamais eu un seul de mes collègues qui m'a dit
tes prises de position sur le nucléaire, c'est n'importe quoi, oui, jamais. Par contre, ils me disent tous, on n'a pas le courage, comme toi, pour en sortir et le dire ouvertement. On a peur. Ah non, je les comprends aussi, hein, moi, le recteur, il a reçu des dizaines de mails d'écologistes, enfin, entre guillemets, toujours écologistes anti-nucléaires, pour me virer, hein, c'est avec des plaintes. Ils sont très agressifs, hein. C'est très, très, très agressif. Alors, c'est logique, parce que leur combat, en fait, anti-nucléaire, ils l'ont mené comme un peu un combat truand. Hein. Donc, ils rentraient dans des centrales, des drapeaux, donc ils n'ont pas mené comme des combats de gentlemen, dans des choses comme ça. Ils ont utilisé toutes les techniques. Et donc, ils continuent avec ce genre de choses-là. Ça, c'est malheureux, je le déplore. Je leur ai déjà dit, c'est déplorable comme attitude. Mais voilà, c'est cette chose-là qui a façonné ces mouvements anti-écologistes. Bon, je pense que maintenant, ils heurtent beaucoup l'écologie, mais il y a une telle inertie, reconnaître un peu son erreur, que bon voilà, maintenant le problème écologique numéro un, c'est certainement pas le nucléaire, c'est le réchauffement climatique. Ça leur prend un peu du temps. Maintenant, sur le dossier du gouvernement, il y a un an, c'était clair, Engie voulait prolonger les centrales, il leur faut un certain temps. Techniquement, c'est toujours possible de les prolonger pour 2025, il n'y a pas de problème. Techniquement, ça se travailler, il n'y a pas tant que ça à faire sur les unités qui font prolonger, il ne faut pas exagérer. Hein. Et puis souvenez-vous, tout le 2, on les a prolongés quasi après la date de fermeture, cette unité, même pas à 3 heures avant, ça a été. Donc, ok, il y a peut-être quelques spécificités au niveau du combustible qui n'a pas je veux bien l'entendre, mais je n'en ferai pas trop de ce côté-là. Maintenant, c'est toute la partie régulatoire, légale en fait, pour la prolongation. Et d'un autre côté, la partie légale, enfin, l'État, surtout vu la gravité de la situation, gravité au niveau du prix de l'énergie, la dépendance au gaz, plus le problème de sécurité d'approvisionnement, donc il y a des mesures majeures hein, quand même qui peuvent inquiéter l'État. L'État, il reste quand même toujours le maître des horloges. Quand il y a un problème et qu'à un moment donné, il faut aller plus vite légalement, on prend peu de types de loi, l'État reste le maître des horloges. La meilleure preuve, c'est cette crise du Covid. L'État est resté le maître de l'horloge, il a court-circuité un peu les canaux quand il y a urgence parlementaire classique. Je ne pousse pas évidemment ça, mais qu'on me dise que même au niveau, parce que le problème c'est un problème de papier, on l'appelle comme on veut, hein, pour la prolongation, un problème de papier, de texte de loi, il y a quand même toujours moyen d'aller plus vite. Mais il faut une volonté. Voilà, il faut une volonté. Non, je ne vais pas trop débattre sur la coalition politique, mais c'est clair, bon, voilà, il y a Écolo, enfin Groen, il y a Tine van der Straat qui est monté dans le gouvernement. Je pense qu'il y a une peur, en fait, un peu du Premier ministre, s'il prolonge aussi le nucléaire, qu'elle quitte le gouvernement, ce qu'elle a déjà dit, et que le gouvernement tombe. Voilà, pas envie, il n'a certainement pas envie. Le PVD n'est quand même pas super en forme dans les sondages, il n'a certainement pas envie de devoir faire face à des élections maintenant. Je peux le comprendre aussi. Donc voilà, c'est un jeu politique qui a fait en sorte que voilà, il y a une minorité très militante en fait qui impose finalement au reste de la population son trophée qui est une sortie du nucléaire. Mais les gens vont sortie du nucléaire, et encore je suis persuadé quand vous expliquez bien les choses, parce qu'on a quand même menti beaucoup, hein, on a même dit que le nucléaire produisait du CO2. Moi j'ai déjà été avec des députés fédéraux en débat qui prétendaient, c'est quand même grave, que les réacteurs nucléaires, en fait, émettaient 140 grammes de CO2 par kilowattheure. Alors que vous allez voir dans le rapport du GIEC, sur toute la filière, on est plus à 12 grammes. Et donc des choses qui peuvent aussi passer sur le média sans être prises, sans faire la une en disant sénateur un tel, en gros, député un tel, propage des fake news. Donc il y a tellement de fake news dans les gens que même s'ils leur racontaient, expliquer la situation, ce 15%, à mon avis, devient 6%, 5-6%. C'est tout. Petite question, moi c'est sur les centrales au gaz, justement. Parce qu'on parle de la construire des centrales au gaz, alors on sait que c'est ce qui pollue le plus avec le charbon. Comment est-ce qu'on peut encore imaginer faire des centrales au gaz? Et c'est vraiment, c'est là que tu as le fait maintenant, quand ça se fait. Comment est-ce possible d'envisager des solutions comme ça? Mais je suis d'accord avec vous. Hein. Je suis d'accord avec vous. Mais moi, ce qui me choque le plus dans cette histoire, c'est le fait que ceux qui ont sorti du nucléaire et qui doivent pousser des centrales au gaz sont capables de dire sur tous les médias, que produire des centrales au gaz, enfin, produire notre électricité avec des centrales au gaz, ne va pas faire augmenter des émissions de CO2.
Alors ils ont tout un raisonnement tortueux en prenant le mécanisme ETS, Energy Trading Schemes, au niveau européen, en disant de toute façon, ça capte les tonnes qu'on peut mettre de CO2 au niveau européen, etc. Il a été démonté plein de fois, ce mécanisme-là. Hein. Donc des cartes blanches ont été écrites sur faire prendre sur Twitter ou des choses comme ça, et ils continuent dans ce mensonge. Moi je trouve à la limite qu'ils ont moins l'honnêteté de dire, écoute, on est des puissants militants antinucléaires, voilà, ça nous fait peur, on a une phobie, il y a des gens qui ont des phobies des araignées, il faut respecter, les phobies des centrales, voilà, il faut respecter. C'est ça, pour moi, c'est ce genre de truc-là. J'ai une phobie, je n'en vis pas bien, ça doit être fermé. Et qui disent alors, mais je suis prêt à produire plein de gaz à effet de serre pour que ce soit fermé. Moi, s'ils avançaient comme ça sur le dossier, je dirais, ben voilà, je comprends, c'est ta phobie, voilà, il faut la combattre. Il faut la combattre, mais admet quand même le prix climatique de ce combat. Et le prix aussi, sous la facture d'énergie du citoyen, le prix en termes d'emploi, le prix en termes de sécurité de la prison. Admet ça. Et là, ils ne veulent pas l'admettre. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Et alors, ce qui est encore plus dommage, c'est qu'ils se mentent à eux-mêmes. Ils se mentent à eux-mêmes. Ils sachent qu'ils découvrent. Alors, quand tu es sur un dossier, parce que le dossier nucléaire, c'est un élément d'un dossier d'une politique énergétique. Quand tu commences à te mentir à toi-même, hein, tu tronques un peu tes raisonnements. Tu tronques tes raisonnements. Hein, tu les tronques. Tu te mens à toi-même. Tu veux quand même pouvoir toujours te regarder dans une glace. Tu tronques tes raisonnements. Et ça veut dire que souvent, ce que je remarque maintenant, c'est que leurs raisonnements pour les autres éléments de la politique énergétique belge ne sont pas bons. Parce que c'est comme s'ils avaient construit sur une base de raisonnement qui était tronquée. Scientifiquement, tu ne sais pas construire une partie de ton raisonnement sur un truc qui est faux et puis une partie qui est... Ça n'existe pas. Tout est faux ou tout est bon. Des choses comme ça. Et je pense que c'est pour ça aussi que sous cette législature, ça n'avance pas au niveau politique énergétique. Les dossiers clés n'avancent pas. Même les dossiers que tu pourrais dire pro-écolo, des choses comme ça, n'avancent pas. Le renouvelable est quasi à l'arrêt en Wallonie. Des pièces de loi très importantes sur les communautés d'énergie renouvelable, en vous permettant de vendre d'excès de votre photovoltaïque à vos voisins, qui avait été voté par Jean-Luc Huc. Souvenez-vous, les écolos ont voulu le reprendre, il n'est toujours pas sorti. Donc on a eu un texte de loi qui existait sous la législature précédente, on dit on va mieux le faire, il n'est toujours pas sorti. Alors que Jean-Luc Huc l'avait sorti en 1 an, ce truc-là. On arrive quand même à bientôt à 3 ans hein, de législature. Le problème des sursubsides, des renouvelables, ces certificats, ce n'est pas résolu. Il y a plein de choses qui n'avancent pas. Je ne sais pas dire un dossier qui va dans le bon sens. Toute la partie numérique, en fait, de numérisation des réseaux, très important pour que vous puissiez recharger dans le futur votre voiture électrique quand l'électricité coûte la moins chère. Ça n'avance pas, ça prend énormément de temps à construire ces plateformes informatiques. Donc voilà, je ne vais pas m'énerver, hein, je ne vais pas m'énerver, mais je reste positif, mais maintenant, je peux quand même vous dire que moi, je discute avec énormément d'acteurs du secteur de l'énergie. Maintenant, on est à 3 ans, hein, sur un mandat de 5 ans, on est à 3 ans. Ce que j'entends, c'est la législature perdue. Hein. Elle est au niveau énergétique, les acteurs du secteur de l'énergie disent on est face à la législature perdue. Et quelqu'un qui me dit, s'ils me disent non, non, c'est pas perdu, on a fait des trucs, moi je dis mais qu'est-ce que tu as fait? Quel est le bilan? Autre problème pour vous dire à quel point ces mensonges sont catastrophiques. Regardez un peu le prix de l'augmentation de la facture de gaz et d'électricité que vous vous êtes prise. Je suis d'accord que c'est la faute du gaz sur les marchés de gros, c'est pas nécessairement la faute de Tinem van der Straat. Mis à part que pour moi, elle est quand même l'héritière idéologique de cette pensée antinucléaire qui a fait qu'on était tellement exposé au prix du gaz. Donc peut-être pas directement sa faute, mais l'héritière d'une pensée idéologique qui a fait. Mais même on met ça de côté. J'ai de la famille en Espagne, je vais souvent en Espagne, c'était sur toutes les TV en août, parce que ça commençait à monter en août, le prix du gaz était déjà à 40, le gouvernement déjà à cette époque-là se mettait à table pour cristalliser des mesures pour amortir la facture pour les gens. Vous ne pouvez pas envoyer une augmentation d'une facture de gaz de 2000 € à des gens comme ça d'un an. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Les gens ne savent pas payer. Les classes populaires, même la classe moyenne, 2000 €, c'est une fameuse prix. Donc déjà là, ils synthétisaient des solutions au mois d'août. Quand est-ce que le gouvernement s'en est chargé sérieusement avec des demi-mesures mal réfléchies, mal calibrées? Ben, il y a 15 jours, 3 semaines. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait surtout pas dire que le gaz coûtait cher. Ben oui, si tu dis on va sortir du budget pour le gaz, et en plus tu dis ça coûte pas cher, mais en même temps tu dis que le gaz va cher, l'histoire ne va pas passer. C'est ça.
C'est ça qui s'est passé. Donc pendant 6 mois, on a maltraité ce dossier-là. On a exposé maintenant, je pense, depuis plusieurs mois, beaucoup de ménages dans une grande misère, alors que d'autres pays, les pays du sud de l'Europe, même du nord de l'Europe, ont beaucoup mieux géré cette situation-là parce qu'ils ne se sont pas mentis. Ils ont analysé. Si vous mentez sur la filière nucléaire, vous voulez continuer à couvrir ce mensonge selon lequel la sortie ne coûte pas cher, ça vous empêche de... Enfin, si vous voulez avoir une cohérence dans votre mensonge, ça vous empêche de prendre les bonnes mesures sur d'autres dossiers. Et c'est ce qui se passe maintenant.